Bonjour à tous, je m'appelle donc Benjamin Tinck, je suis cofondateur de WeShare. Donc WeShare, c'est un think tank, un do tank, une communauté qui s'intéresse à l'économie collaborative, donc comment les structures horizontales et les communautés transforment les modèles économiques, les secteurs, les modes de consommation, de production, de financement, etc. Alors, j'aurais pu vous faire une présentation un petit peu générale, voire abstraite de tout ça, mais comme on est sur une conférence sur le futur des produits, ben, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de réfléchir à finalement comment toutes ces pratiques, comment tous ces modèles transforment un à un toutes les parties de la chaîne de valeur, de toute la chaîne de production, de prototypage, de distribution, de vente, de support des produits. Donc si on commence par la conception, on en a, j'imagine, déjà un petit peu parlé ce matin sur toute la partie DIY, mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de faire sortir la conception des carcans de l'ingénierie, des départements R&D, des départements design, etc. Ça, par exemple, c'est une application qui s'appelle Sketchers, c'est une solution open source qui permet en fait à tout le monde de pouvoir designer sa propre chaise, son propre fauteuil, et de partager facilement tous les plans avec le reste de la communauté pour que d'autres personnes puissent s'appuyer sur les résultats. Donc là, par exemple, vous avez un exemple de différentes variations. Donc on voit qu'il y a quand même un pattern qui revient un peu, ce côté ondulation, etc. Mais tous ces modèles sont repartagés ensuite en open source via la plateforme. Et il y a vraiment cette idée centrale, non, c'est l'autre bouton, d'open source appliqué à la fabrication, qu'on appelle open design, open hardware ou autre. Mais l'idée, c'est que ce que vous produisez va repartir au pot commun. On peut reprendre un peu l'image du jeu de Lego. En fait, à chaque fois que vous produisez, que vous prototypez, vous ajoutez une brique à un jeu de Lego dans lequel chacun peut venir piocher pour reconstruire par-dessus ce que vous avez déjà construit, remixer, réutiliser des éléments, etc. Alors, il y a beaucoup de projets qui illustrent ce principe. Un des plus connus, c'est Arduino, que je pense vous connaissez déjà, hein, ce microcontrôleur sur lequel, enfin open hardware, sur lequel vous pouvez bâtir, que ce soit des drones, des objets connectés, des imprimantes 3D, des capteurs environnementaux, des ordinateurs, etc., etc. Et vous pouvez aussi construire du mobilier open source, Open Desk par exemple. Et hier soir, il y a eu une annonce assez intéressante. Il y a Elon Musk qui a annoncé que Tesla Motors allait passer tous les plans de ses voitures en open source et du coup permettre à tous les gens qui souhaitent construire des véhicules électriques de pouvoir s'appuyer sur ce que Tesla a produit et de pouvoir interagir au sein d'une même communauté. Sur le prototypage, on a déjà parlé des Fab Labs tout à l'heure. Je ne vais pas forcément vous redétailler en détail, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans les Fab Labs, ou dans les makerspace, ou les hackerspace, les tech shops, les creative space, quel que soit leur nom, vous allez trouver des machines, évidemment, mais vous allez trouver surtout des compétences, vous allez trouver une communauté, vous allez trouver des savoir-faire, vous allez trouver des gens avec qui travailler sur vos projets, avec qui échanger sur des procédés. Non seulement au niveau local, mais aussi au niveau global. Si on prend par exemple les Fab Labs, aujourd'hui vous avez 350 Fab Labs qui sont connectés au sein d'une même communauté, qui au sein d'une même plateforme échangent des savoir-faire, comment utiliser telle ou telle machine, et on voit des projets qui se répliquent, du Fab Lab de Lima au Fab Lab de Paris, à Barcelone, etc. etc. Et à travers tout un tas de plateformes, l'ensemble de tous ces lieux de production permettent de créer des biens communs globaux, partagés, de savoir-faire, de plans qui permettent de produire tout un tas d'objets et de produits. Alors la fabrication, là on arrive sur des choses un peu plus complexes, parce que dès qu'on veut fabriquer à grande échelle, qu'on veut fabriquer vraiment des produits qu'on va vendre par exemple, on se dit peut-être qu'on arrive sur les limites du modèle collaboratif, et je pense qu'on aura toujours besoin d'usines, de grosses usines pour fabriquer des grandes séries, mais c'est intéressant de voir de nouveaux modes de fabrication qui commencent à atteindre une productivité industrielle même à très petite échelle. Et un des projets qui illustre ça, c'est Wikispeed. Donc Wikispeed, c'est un des quelques projets de fabrication de voitures open source, un projet qui a démarré en 2007-2008 aux États-Unis par un mec qui s'appelle Joe Justice, hein, c'est son vrai nom, c'est pas une blague. Et en fait, avec une équipe d'une quarantaine de bénévoles, ils ont réussi à prototyper en 3 mois une voiture open source qui bat à peu près tous les standards de performance énergétique de l'industrie automobile. Et en fait, ils se sont appuyés sur des méthodologies de collaboration qui viennent du logiciel libre. Donc, le fait d'avoir une voiture modulaire avec le châssis, les roues, le moteur, l'habitacle qui soit facilement interchangeable. Le fait de fonctionner avec des méthodes agiles, avec des cycles produits qui durent une semaine et non pas 7 ans.
Et donc ça, par exemple, c'est une image du garage Wikispeed à Seattle, où vous voyez donc les gens qui sont en train de complètement démanteler un véhicule et le remonter en à peine quelques heures. Ils travaillent toujours par paire, de façon à ce que un expert puisse apprendre en faisant enfin plutôt qu'un novice puisse apprendre en faisant aux côtés d'un expert. Donc voilà, donc ça c'est des nouveaux modes de production industrielle à petite échelle qui sont vraiment intéressants. La distribution. Donc ensuite, une fois que vous avez conçu, fabriqué vos produits, comment vous les distribuez? Euh, dans le domaine des makers, bon, un mode de distribution qui devient assez courant, assez classique, c'est effectivement de tester votre marché sur une plateforme de crowdfunding et éventuellement d'exploser l'objectif que vous étiez fixé. Donc ça, c'est un projet qui est assez connu, hein, qui avait levé 10 millions de dollars il y a un peu plus d'un an, une montre connectée. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder les chiffres sur Kickstarter. C'est-à-dire que si on regarde les montants collectés sur Kickstarter pour des projets hardware, et si on les compare à la moyenne des projets montés, on s'aperçoit que là, par exemple, entre 2011 et 2013, vous avez une multiplication par 10 des montants collectés sur des projets hardware. C'est à peu près 2 fois le montant, enfin l'augmentation sur l'ensemble des projets que vous pouvez trouver sur la plateforme. Après, vous avez tout ce qui est Etsy, Little Market, etc. Alors, j'aime beaucoup parce que sur Little Market, qui donc permet à des artisans, à des créateurs de vendre leurs créations à tous ceux qui souhaitent acheter des produits faits main, en fait, il y a vraiment une focale qui est faite sur le côté acheter des produits à côté de chez vous. Donc, trouver les créateurs, les communautés de créateurs et d'artisans à côté de votre ville, à côté de votre quartier. Donc, il y a cette dimension aussi très locale qui est vraiment intéressante. Ensuite, sur l'usage, c'est là où on bascule peut-être sur l'autre partie de l'économie collaborative, où finalement aujourd'hui, il y a tout un tas de plateformes de consommation collaborative, économie du partage, quelle que soit la façon dont on les appelle, qui permettent d'augmenter l'usage des biens en les partageant de différentes façons. Donc ça peut être par de la revente, par exemple. Donc le porte-étendard, c'est peut-être Le Bon Coin aujourd'hui, qui est le deuxième site le plus visité en France après Facebook. C'est la troisième enseigne de distribution préférée des Français, première agence immobilière, deuxième agence d'emploi. Enfin, c'est vraiment des chiffres qui donnent le vertige et qui illustrent, parce que vous avez des catégories sur Le Bon Coin, le potentiel que peut avoir cette économie du partage, de la redistribution entre particuliers, puisque si vous prenez la catégorie logement de vacances, la catégorie véhicule, la catégorie produits culturels, et bien finalement, toutes ces startups qui émergent autour, ce qu'elles font, c'est qu'elles créent des usages et des applications spécialisées autour d'une de ces thématiques. Et un des usages les plus compliqués à adresser dans la consommation collaborative, c'est justement celui des petits objets, des biens de consommation. Là, par exemple, vous avez un robot ménager, vous pouvez imaginer une GoPro, la fameuse perceuse qu'on n'utilise que 10 minutes dans sa vie. Et en fait, c'est un secteur qui est beaucoup plus difficile à adresser que la voiture, par exemple, parce que la logistique d'aller le chercher chez votre voisin est beaucoup plus compliquée et potentiellement beaucoup plus contraignante. Ça, c'est une application néerlandaise qui s'appelle Peerby, qui se base sur du prêt entre particuliers et qui, en fait, a inversé le modèle, c'est-à-dire qu'au lieu de lister les objets que vous allez prêter, vous faites une demande et tous les gens qui ont l'application dans leur voisinage reçoivent une demande. Ah voilà, quelqu'un a besoin d'une perceuse, quelqu'un a besoin d'une caméra ou autre, et vous êtes invité à aller lui prêter. Et le temps moyen de réponse aux demandes est de l'ordre d'une demi-heure. Dernière partie, la partie service, support. Il y a un truc qui me fascine, c'est des choses comme iFixit ou Comment réparer, où vous avez aujourd'hui des tonnes et des tonnes et des tonnes de guides, de tutoriels sur comment étendre la durée de vie des produits, la durée de vie des objets, et en fait finalement lutter un peu contre l'obsolescence programmée, pardon, et finalement apporter un soutien, un support aux utilisateurs des produits, là où les manuels classiques ou les entreprises classiques le font pas forcément. Un autre exemple, toujours sur la partie documentation, c'est Omanual. Donc ça, c'est une application qui permet même carrément à tous les créateurs de produits ou à tous les gens qui veulent créer de la documentation là où elle n'existe pas, d'avoir une application simple pour pouvoir créer facilement une documentation avec des formats interactifs, avec des formats texte, etc., pour documenter l'usage d'un produit, enfin de faire de la documentation sur des choses que vous avez créées ou sur des produits sur lesquels la documentation n'existe pas.
Alors pourquoi je vous parle de tout ça? En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est de réfléchir à l'évolution de posture pour une entreprise, un acteur qui traditionnellement avait pour métier de produire, vendre, distribuer et assurer le support lui-même de enfin, des produits, que ce soit des voitures, que ce soit des robots ménagers, des caméras ou autres. Et on peut se dire finalement, le rôle de ces entreprises sera désormais de passer sur un rôle de plateforme, d'animateur d'écosystème, de faciliter le partage de valeur entre les membres d'une communauté, que ce soit pour les aider à produire ensemble, à se soutenir ensemble, et écouter ces communautés, savoir ce qu'elles veulent, savoir comment elles veulent améliorer les produits. Et évidemment être capable d'en extraire une partie de la valeur, mais sans forcément la capter dans son ensemble, comme on a pu le voir dans des exemples un peu extrêmes du crowdsourcing notamment. Et pour ce type de choses, c'est intéressant de regarder un petit peu finalement qui sont les types de membres qui interagissent autour de mon entreprise, autour de ma marque, autour de mon produit. C'est quoi les familles d'utilisateurs, les segments de marché, les segments de communauté, et de voir comment ces différents acteurs interagissent. Donc ça peut être par exemple un passionné de voiture, ça peut être quelqu'un qui a monté un club automobile, mais ça peut être aussi une famille, etc. Et de voir quelle est la valeur qui peut être créée à l'interaction de chacun de ces membres et comment, en tant qu'entreprise, je peux devenir une plateforme pour animer la création de valeur sur ces sujets. Donc ça, c'est un modèle qu'a développé un de mes amis de WeShare en Italie, qui s'appelle le Platform Design Toolkit, et qui justement vise à analyser un petit peu ces changements, ces interactions, ces créations de valeur sur une plateforme. Voilà, merci beaucoup.